Les parcs nationaux américains abritent des milliers de kilomètres de grottes inexplorées, et personne sur Terre ne saurait vous dire ce qui vit à l'intérieur. Et croyez-moi, vous ne voudriez pas le découvrir. Ces filles sont sur le point d'entrer dans un enfer souterrain rempli de monstruosités mangeuses de chair, et où les amitiés, les trahisons et la mort certaine les attendent à chaque tournant sans aucun espoir d'en sortir vivantes. Je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire, et comment battre les créatures des grottes dans The Descent. Cette grotte est sur le point de devenir leur tombeau. Quelque part au fin fond des Appalaches, deux exploratrices, Sarah et Bess, sont en route pour retrouver un groupe d'amis et partir à l'aventure dans des grottes. Ça fait un peu plus d'1 an que Sarah a perdu son mari et leur jeune fille dans un tragique accident. Mais si elle pense que sa vie est pourrie maintenant, elle n'a pas idée à quel point les choses vont empirer. Elles retrouvent leurs amis Juno, Sam, Rebecca et Holly dans un petit chalet confortable juste avant le coucher du soleil, où elles passeront la nuit avant de partir à l'aventure le lendemain. Excitées, elles parcourent des kilomètres sur un chemin de terre sinueux jusqu'à ce qu'elles atteignent enfin le début du sentier, où chacune prend son équipement et se dirige à pied vers la montagne. C'est une autre longue randonnée avant qu'elles n'atteignent enfin la grotte, mais quand elles y arrivent, elles se rendent vite compte que quelque chose ne va pas. La grotte semble bien plus difficile que ce à quoi la plupart d'entre elles s'étaient préparées, mais leur chef Juno fait comme si tout allait bien. Suivant son plan, elle commence à descendre en rappel dans la grotte, une par une, jusqu'à ce que les 6 soient enfin réunis au fond d'un puits. Elle jette un coup d'œil aux alentours quand Sarah remarque quelque chose d'assez étrange. Une marque rouge sur le mur qui ressemble à une empreinte de main ensanglantée. N'y voyant aucune raison de s'alarmer, elle décide de ne pas en parler aux autres. Mais elles ne tarderont pas à se rendre compte que descendre ici était leur plus grosse erreur. Ok, mais bien sûr, pourquoi pas ? On sait bien qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour des vacances reposantes que les cavernes inexplorées de la mort et du désespoir. Bon, personnellement, je me retrouverai jamais dans cette situation, parce que dès que quelqu'un mentionne le mot grotte, je me tire en courant. Chacun son truc, j'imagine. Mais à moins que ces filles n'aient envie de mourir, elles devraient réfléchir à 2 fois avant de faire un pas de plus. Avant de commencer, Juno leur a dit que ces grottes n'étaient que de niveau 2 sur l'échelle de difficulté. Mais on voit déjà que c'est pas vrai. Selon la plupart des systèmes de classification de la spéléologie, une grotte de niveau 2 aurait plusieurs entrées et ne nécessiterait jamais de descendre en rappel sur 30 mètres pour y entrer. Juno a soit perdu la tête, soit menti à tout le monde. Et vu qu'elle avait le matériel de rappel avec elle, je dirais que c'est probablement la deuxième option. Donc avant d'aller plus loin, j'aimerais avoir la preuve que nous sommes bien au bon endroit. Elles font également une énorme erreur en ne tenant pas compte de l'état mental de leur amie Sarah. Pendant la randonnée vers la grotte, Rebecca a mentionné que les conditions à l'intérieur pouvaient provoquer de fortes hallucinations visuelles et auditives chez certaines personnes. Et Sarah en avait déjà fait l'expérience lors de sa crise de panique à l'hôpital. Si quelque chose tourne mal dans les grottes et qu'elle commence à halluciner, ça pourrait la faire paniquer au point de se perdre ou même de rester coincée, ce qui pourrait rapidement devenir une situation mortelle. Cette pauvre femme vient de perdre toute sa famille 1 an auparavant. Et je dirais que le dernier endroit où elle a besoin d'aller est un espace sombre et confiné où une seule erreur pourrait signifier une mort certaine. Mais ça, c'est même pas le pire. Elles ne sont pas entrées dans la grotte depuis 5 minutes que cette fille trouve déjà des empreintes de mains ensanglantées sur les murs. On peut même dire que celle-ci est récente, parce que le sang semble encore frais et rouge, alors qu'une empreinte plus ancienne aurait plutôt l'aspect d'un brun rouille. Ça donne un tout nouveau sens à la découverte de l'élan mort quelques kilomètres plus tôt. Elles ont d'abord pensé à une attaque d'ours, mais les seuls ours indigènes que l'on trouve en Caroline du Nord sont des ours noirs d'Amérique, qui sont principalement des charognards, et qui ne s'attaqueraient jamais à un élan adulte. Et même s'ils l'avaient fait, le corps serait couvert de marques de griffes, et non d'une seule morsure au cou. Avant d'aller plus loin, je voudrais montrer l'empreinte de main aux autres filles et avoir leur avis sur ce que ça pourrait signifier. Dans le meilleur des cas, quelqu'un a été blessé ici et pourrait avoir besoin d'aide. Et dans le pire des cas, disons qu'elles ne vont pas tarder à le découvrir. Après s'être orientée, Juno dit aux autres que la seule voie de sortie est de s'engager dans la descente. Et une par une, elles commencent à se tortiller le long d'une étroite goulotte verticale. Il ne leur faut pas bien longtemps avant d'être si profondément enfoncées dans la grotte que la lumière du soleil ne peut plus les éclairer. Ce qui veut dire que leur seule source d'éclairage vient de devenir leur lampe fonctionnant sur batterie. Juno en tête, elle s'enfonce de plus en plus profondément dans les tunnels plongés dans le noir absolu, jusqu'à ce qu'elle finisse par atteindre une petite dénivellation menant à une cavité beaucoup plus grande. Après avoir lancé une fusée éclairante, elle découvre qu'elle se trouve au bord d'une falaise au milieu d'une pièce immense, et les filles se séparent pour commencer à explorer. L'endroit est comme le fantasme de tout spéléologue, mais étrangement, Sarah n'arrive pas à se débarrasser de l'impression qu'elles sont observées.
Elle regarde autour d'elle et jure avoir entendu le rire d'un enfant quelque part dans l'obscurité. Quand elle vérifie, elle se rend compte que ce n'était que de l'eau qui coulait. Du moins, c'est ce qu'elle pense. Mais elle est ramenée à la réalité quand Juno surgit et interrompt sa petite enquête. Pendant que les autres filles font une pause déjeuner, Sarah regarde autour d'elle jusqu'à ce qu'elle trouve le passage à suivre. C'est plus étroit que tout ce qu'elles ont vu jusqu'à présent. Et Rebecca commence à s'inquiéter, parce que ça ne correspond pas du tout à ce qu'elle avait lu dans le guide. Mais Juno les rassure en leur disant que c'est parfaitement sûr. Cette fois, Holly ouvre la voie dans le tunnel, jetant son sac devant elle, alors qu'elle commence à ramper de quelques centimètres à la fois. Le passage mène à des trous inondés où elle peut à peine garder la tête hors de l'eau, puis à un boyau si étroit qu'elle ne peut le traverser qu'à plat ventre. Quand elle a l'impression que ça ne finira jamais, elle atteint enfin l'autre côté et dit aux autres filles qu'elles peuvent traverser sans danger. Une à une, les autres filles commencent à la suivre, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Bess et Sarah. Alors qu'elle s'apprête à ramper à l'intérieur, elle entend un étrange bruit semblable à celui d'un animal provenant de quelque part dans la cavité derrière elle. Mais elle se dit que c'est juste son imagination et continue à avancer. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'elle atteigne la partie extrêmement étroite du tunnel. Et inquiète, ses amis l'appellent pour savoir si elle va bien. Paniquée, la jeune femme s'écrie qu'elle est coincée, obligeant Bess à faire demi-tour et à la tirer. Elle fait de son mieux pour calmer son amie. Mais tout à coup, les parois du tunnel commencent à s'effondrer tout autour d'elle, ne leur laissant que quelques secondes pour sortir avant d'être toutes les deux piégées. Elles rampent pour sauver leur vie et parviennent de l'autre côté juste à temps. Mais dans le chaos, elles ont accidentellement perdu leur sac de corde de secours quelque part dans le passage. Après s'être assurées que personne n'était blessé, elles doivent attendre que la poussière se dissipe avant de pouvoir déterminer où elles se trouvent exactement. Il semble que revenir par où elles sont venues ne sera pas une option. Mais Rebecca dit que le guide indiquait 2 autres sorties. Il n'y a qu'un tout petit problème. Cette grotte ne correspond pas du tout à celle du guide. Et c'est parce que Juno les a emmenées dans une toute autre grotte. En fait, ces galeries-là n'ont jamais été explorées, ce qui veut dire qu'elles sont non seulement coincées, mais qu'en plus, les équipes de secours n'auront aucune idée de l'endroit où les trouver, puisque Rebecca a déposé leur plan d'expédition pour le voyage prévu à l'origine. Ok, bon, je suppose que nous savons tous qui sera exclu de la discussion de groupe dès qu'elles reviendront à la civilisation. Sérieusement, Juno, c'est quoi ce bordel? J'ai déjà vu beaucoup de décisions stupides, mais celle-ci pourrait bien les surpasser toutes. Vous êtes peut-être les premières à explorer cette grotte, mais il semble aussi que vous soyez sur le point d'être les premières à y mourir. Et quand ça arrivera, je saurai exactement quoi écrire sur ta pierre tombale, ma belle. Ici repose Juno, la grosse débile qui vient de merder. Je suis désolée de devoir te dire ça, mais coller des autocollants Rock Girl sur ta Ford Bronco et te pavaner avec un chapeau d'Indiana Jones que tu ne portes que pour les photos ne fait pas de toi Lara Croft. Ce voyage était censé être un moment agréable et relaxant pour aider Sarah à ne plus penser à ce qui s'est passé. Alors dis-moi pourquoi tu sors faire ton jogging le matin et tu réveilles tout le monde à l'aube comme si c'était leur premier jour dans l'armée. Si tu veux mon avis, on dirait que tu souffres du syndrome du personnage principal. Mais tu ferais mieux de faire attention parce que grâce à toi, la situation est devenue dangereuse. Et c'est maintenant qu'on va savoir qui a vraiment le plot armor et qui ne l'a pas. Tu sais, j'ai eu le mauvais pressentiment que quelque chose comme ça allait arriver dès que tu as laissé le guide dans le sac. Mais t'aurais jamais pu prévoir à quel point tu allais être stupide. Corrige-moi si je me trompe. Mais n'étais-tu pas la seule à te plaindre que Holly allait un peu trop vite quand vous êtes descendu en rappel? Évidemment, c'est elle qui met les gens en danger, alors que toi, tu les as délibérément amenés dans une grotte qui n'existe même pas sur une putain de carte. Si tu te souciais un tant soit peu de la sécurité, tu saurais que la seule chose importante à faire est de signaler précisément tes projets de voyage aux gardes du parc. Tu sais, juste au cas où le tunnel s'effondrerait derrière toi et que tu te retrouverais coincé à des centaines de mètres sous terre. Jouer avec ta propre vie, c'est une chose. Mais entraîner 5 de tes amis dans cette aventure sans même les prévenir, c'est franchement de la folie. Ces filles ont des familles. Enfin, sauf Sarah, bien sûr. Désolée, Sarah. Mais tu vois ce que je veux dire. Vu que le dernier voyage s'est soldé par un traumatisme à vie pour elle, vous 6 auriez dû aller à la plage ou faire quelque chose de normal. Mais maintenant, vous voilà. Vous êtes coincés 60 mètres sous les Appalaches. Et croyez-moi quand je dis que vous n'avez pas idée à quel point les choses vont devenir horribles. Vous vous êtes fait avoir. Et maintenant, il est temps de le découvrir. Parce que Juno, tu as merdé. Furieuses, les autres s'en prennent à Juno pour les avoir piégées dans un parcours aussi dangereux. Mais elles ne peuvent rien faire d'autre pour le moment que de chercher une autre sortie. Après avoir dégagé quelques rochers, elles finissent par trouver un autre tunnel assez grand pour qu'elles puissent y passer. Et sans savoir où il mène, Sam se dépêche d'y entrer. Heureusement, Juno lui crie d'arrêter juste au moment où elle atteint l'autre extrémité. Parce que quand elle regarde en bas, elles se rendent compte qu'elles se tiennent au bord d'une autre paroi rocheuse.
elles lancent une fusée de détresse de l'autre côté de la crevasse et se rendent compte qu'il n'y a pas moyen de traverser. Ça veut dire que leur seul choix est de grimper le long du plafond. Et comme elles ont perdu le sac contenant la corde de secours, elles vont devoir le faire avec le strict minimum d'équipement. Donc, c'est à Rebecca de grimper et d'attacher la corde. Et elle commence à se frayer un chemin vers l'autre côté. Un balancement douloureux à la fois, et au fur et à mesure, elle place des coinceurs dans les fissures au-dessus de sa tête pour fixer la corde à plusieurs endroits le long du chemin. Mais curieusement, alors qu'elle se rapproche de l'autre côté, elle remarque un python beaucoup plus ancien qui a déjà été planté dans les rochers. Alors même que Juno a dit que personne n'avait jamais exploré ces grottes auparavant. Elle l'utilise pour étendre sa portée et finit par traverser l'espace, puis dit à ses amis de lui lancer la corde, ce qui leur permet de traverser le gouffre l'une après l'autre. Après avoir repris leur souffle, elle pense que le vieux matériel d'escalade pourrait être un signe de sortie, mais Juno n'en est pas si sûre. Selon elle, ce type d'équipement n'a pas été utilisé depuis plus de 100 ans, et ces grottes auraient déjà un nom maintenant si quelqu'un en était sorti vivant. N'ayant nulle part où aller si ce n'est en avant, les filles continuent dans la chambre suivante, où elles font une autre découverte choquante. Les murs sont tous couverts de peintures rupestres anciennes qui semblent avoir des milliers d'années. Quand Juno allume une autre fusée éclairante, elle voit qu'il s'agit en fait d'une peinture de la montagne montrant 2 entrées de la grotte. Pleines d'espoir, elles accélèrent le rythme et commencent à suivre le tunnel plus profondément dans la montagne. Mais les filles ne se rendent pas compte qu'elles ne sont plus seules. Et si elles avaient eu la moindre idée de ce qu'elles allaient trouver ensuite, elles seraient restées ici dans cette pièce. Plus loin, elles arrivent dans une cavité avec plusieurs embranchements. Et Juno utilise son briquet pour vérifier dans quelle direction l'air circule. De plus en plus impatiente, Holly se précipite la première, convaincue qu'elle peut voir la lumière du jour à l'autre bout. Mais avant qu'elle puisse l'arrêter, elle finit par glisser dans un autre trou dans le sol. Et Juno s'accroche aussi longtemps qu'elle le peut, mais elle finit par perdre prise avant que les autres puissent arriver. Et la jeune femme plonge dans la pénombre de la chambre en contrebas. Mais heureusement, elle survit et se rend vite compte qu'une de ses jambes est complètement brisée, avec les os cassés qui percent sa peau. Ses amis ne tardent pas à descendre. Mais pendant que les autres s'occupent de la jambe de la jeune femme, Sarah est distraite par un autre bruit qui ressemble à un rire d'enfant. Et en le suivant dans un tunnel voisin, elle découvre un antique casque de fer qui semble avoir des centaines d'années. Et au moment où elle le pose, elle entend un autre bruit venant de l'obscurité. Mais cette fois, il ne fait aucun doute que c'est bien réel. Nerveuse, elle tourne sa lampe de poche de l'autre côté de la pièce et, accroupie dans l'ombre, se trouve une créature pâle de forme humanoïde qui disparaît tout à coup au moment où elle est repérée. Ok, permettez-moi une petite parenthèse. Nosferatu, c'est toi ? On dirait que Sarah vient de réaliser qu'elles ne sont pas seules ici. Et maintenant, je comprends pourquoi les gens restent loin de ces grottes. Je veux dire, ça change tout. Parce que maintenant, en plus d'essayer de trouver un moyen de sortir d'ici, elles vont aussi devoir décider quoi faire de leurs nouveaux amis. Bon, d'un seul coup d'œil, on peut voir que les créatures ressemblent à des humains qui auraient évolué pour vivre dans les profondeurs de la Terre. Sans savoir exactement ce qu'elles sont, ça en dit déjà long à Sarah sur elles. Et elle peut utiliser les indices que nous avons remarqués jusqu'à présent pour commencer à élaborer une stratégie. D'après les peintures rupestres, on peut supposer que ces créatures vivent ici depuis des milliers d'années. Elles ressemblent peut-être à des ghouls sauvages, mais les peintures sont en fait un signe d'intelligence et de culture. Vous savez, les premiers Européens à être arrivés dans cette région étaient des explorateurs espagnols du XVIe siècle. Il est donc possible que ces créatures en soient en quelque sorte des descendants, parce que ça correspond à certains des objets anciens qu'elle a trouvés un peu partout. Et aussi fou que ça puisse paraître, nous ne pouvons pas exclure la possibilité de communiquer avec les créatures avant d'avoir essayé. Bien que les prononciations aient changé, l'espagnol du XVIe siècle est suffisamment similaire à la façon dont il est parlé aujourd'hui pour qu'il puisse probablement comprendre, si vous remontiez dans le temps en quelque sorte. Donc, si une des filles parle espagnol, elle pourrait essayer de demander son chemin au type. Et qui sait, peut-être que ça pourrait marcher. Maintenant, cela étant dit, je pense que nous savons tous qu'ils ont sûrement simplement dévoré les explorateurs espagnols et qu'ils feraient de même avec les filles s'ils en avaient l'occasion. Les peintures rupestres ont également montré que ce sont avant tout des prédateurs. Donc à partir de maintenant, elles vont devoir partir du principe qu'elles vont être traquées. Malheureusement pour Sarah, les autres filles ne vont pas la croire tant qu'elles n'auront pas vu la créature de leurs propres yeux. Mais honnêtement, ça me va, parce que tant qu'elles ne se doutent de rien, ce sont elles qui vont se faire avoir en premier. Après ce qui vient de se passer avec Holly, j'expliquerai aux autres filles que nous ne devons pas laisser qui que ce soit prendre la fuite. Et qu'il va falloir rester aussi près que possible les unes des autres en file indienne jusqu'à ce que nous soyons sortis des grottes. J'agirai comme si je le faisais pour la sécurité de toutes. Mais en réalité, je le ferai juste pour assurer ma propre sécurité. S'il s'agit de prédateurs, ils s'attaqueront d'abord aux membres les plus vulnérables du groupe. Et ce serait évidemment Holly.
Maintenant qu'elle a une jambe cassée, elle est aussi leur plus grand handicap si quelque chose tourne mal. Alors je laisserai Juno ouvrir la voie et je garderai Holly tout à l'arrière du groupe. Encore une fois, je ferai comme si je faisais ça pour qu'elle puisse prendre son temps, alors qu'en réalité, je l'utiliserai juste comme bouclier de viande au cas où nous serions attaqués. Elle pourrait être tuée dans la seconde, mais au moins ça donnerait à tout le monde un avertissement. Et après ça, elles auraient beaucoup plus de chances de pouvoir se défendre et de réussir à riposter. À ce moment-là, Juno vient la chercher pour qu'elle puisse continuer. Mais désormais, Sarah est complètement paniquée. Elle se précipite vers les autres et fait de son mieux pour expliquer ce qu'elle vient de voir, espérant que cet homme étrange pourra peut-être les aider à trouver leur chemin pour sortir de la grotte. Bien sûr, les autres sont convaincus qu'il ne s'agissait que d'une hallucination. Et elles décident de se concentrer sur la mise en sécurité de Holly au lieu de ça. Mais elles n'ont pas la moindre idée que leurs pires cauchemars sont sur le point de devenir réalité. Elles soutiennent leur ami par les épaules et suivent le tunnel jusqu'à ce qu'il débouche sur une cascade. À partir de là, leur seul choix est de grimper directement sur le mur. Mais quand elle atteint le sommet, Juno fait la découverte la plus terrifiante à ce jour. Elles sont arrivées dans une autre grande chambre ouverte, et dont le sol est recouvert de centaines d'os d'animaux. Et pour aggraver les choses, Juno ne trouve pas la moindre brise pour les aider à déterminer la direction à prendre. Horrifiée, Sarah attrape rapidement leur caméra de vision nocturne et se rend compte tout à coup qu'un des monstres pâles terrifiants se tenait juste derrière elle pendant tout ce temps. Les femmes hurlent tandis que la créature se faufile à quatre pattes devant elles et se hisse au plafond comme Spider-Man avant de disparaître dans l'ombre. Juno allume rapidement une autre fusée éclairante pour éclairer la pièce. Et alors qu'elles se tiennent là au centre de la pièce à écouter, elles entendent le monstre tourner autour d'elles, attendant le bon moment pour frapper. Sarah, de son côté, panique et se met à courir vers un tunnel situé à proximité. La créature revient immédiatement et leur coupe la route. Les filles se séparent alors toutes dans des directions différentes pour fuir. Et le monstre choisit Holly comme première cible, sautant par-dessus ses épaules et lui arrachant un morceau de gorge avant même qu'elle ne puisse s'échapper. Quand Juno voit ça, elle se précipite pour la sauver. Mais la créature la repousse et se met à se battre pour le corps de la jeune femme, essayant de l'entraîner encore plus profondément dans la grotte. Pendant ce temps, Sarah s'enfuit à toutes jambes dans un autre tunnel, mais elle finit par tomber dans un autre trou et s'assomme sur les rochers en contrebas. Juno se sert ensuite de son piolet pour repousser la créature, jusqu'à ce qu'une autre arrive en courant et lui saute dessus. Elles se battent et roulent dans la boue jusqu'à ce qu'elles prennent finalement le dessus, abattant le monstre d'un coup de piolet dans la poitrine. Un instant plus tard, elle entend une autre créature s'approcher par derrière. Alors elle se retourne en brandissant son piolet avant de se rendre compte qu'elle vient de poignarder Bess dans le cou. Elle ne peut rien faire alors que son amie tombe au sol. Comme elle entend d'autres monstres arriver, elle se retranche discrètement dans l'ombre. Ce qui nous fait déjà 2 victimes, et il en reste 4. Ok, waouh, je pense qu'on peut dire sans se tromper que c'était un putain de fiasco total. Qu'en pensez-vous? Et tout se résume à leur travail d'équipe absolument horrible. Que vous considériez les autres filles comme des coéquipières ou comme des boucliers humains, la clé de la survie était toujours la même. Si elles avaient été attentives, elles auraient vite remarqué que les créatures n'attaquaient pas tant qu'elles restaient en groupe. Au début, la créature a essayé de se faufiler derrière elle. Puis, elle s'est rapidement éloignée dès qu'elle a été repérée, jusqu'à ce qu'elle ait une autre chance de les prendre en embuscade. Ce que ça nous apprend, c'est que les créatures ne veulent pas d'un combat loyal. Au lieu de ça, elles veulent vous encercler et vous terrifier jusqu'à ce que vous fassiez une erreur. Puis, elles s'attaquent à la première personne qui se sépare du groupe et devient une cible facile. La meilleure stratégie pour survivre ici est de faire exactement le contraire de ce que Sarah et les filles viennent de faire. Courir pour sauver sa vie ne marchera jamais, parce que les créatures connaissent les tunnels 1 million de fois mieux que vous. Donc au lieu de faire ça, la seule solution une fois que vous avez été repéré est de rester où vous êtes. Pour commencer, elles doivent se rassembler dos à dos au centre de cette grande pièce dégagée. C'est aussi pour ça que c'était une erreur de la part de Juno de jeter leur putain de fusée éclairante. Ensuite, elles pourront utiliser leurs piolets, leurs couteaux et toute autre arme dont elles disposent pour repousser les créatures. Et si elles parviennent à en tuer suffisamment, les créatures pourraient décider que ça n'en vaut pas la peine et abandonner. Maintenant que la première battle est terminée et qu'elles sont toutes éparpillées, elles devront faire tout ce qu'il faut pour survivre par leurs propres moyens jusqu'à ce qu'elles puissent se réunir à nouveau. Paniquer ne fera qu'empirer les choses. Donc pour l'instant, la clé est de rester calme, de ne pas se faire remarquer et de chercher les autres filles pour qu'elles puissent décider ensemble de ce qu'elles vont faire ensuite. Les sœurs Rebecca et Sam finissent par se retrouver dans un des tunnels, la plus âgée faisant de son mieux pour ne pas faire de bruit. Après avoir cassé quelques bâtons lumineux, elles partent à la recherche d'une autre sortie, sans se rendre compte qu'une des créatures se trouve littéralement à quelques centimètres de leur tête. Quant à Sarah, elle se réveille piégée au fond d'un puits sans rien d'autre que la caméra de vision nocturne pour l'aider à voir dans l'obscurité.
Elle se rend compte qu'elle est tombée dans une autre pièce remplie d'ossements humains. Et on dirait que d'autres créatures sont déjà en train d'arriver. La femme se réfugie rapidement dans une petite crevasse au moment où le corps sans vie de Holly tombe dans la goulotte. Un groupe de monstres surgit de l'obscurité et commence à la mettre en pièces. Rebecca et Sam entrent dans une grande pièce dont elles ne peuvent pas voir l'autre bout. Comme elles entendent d'autres créatures, elles décident de faire demi-tour et d'emprunter un autre chemin à la place. Sam fait accidentellement tomber le bâton lumineux, mais elle décide de continuer au lieu de faire demi-tour pour le récupérer. Plus loin, les monstres continuent de déchiqueter la jeune femme alors que Sarah les observe depuis la pénombre, essayant de rester aussi silencieuse que possible. Mais elle pousse tout à coup un cri involontaire. Une des créatures fait volte-face, se penche vers elle et lui hurle directement au visage. Mais juste au moment où elle semble sur le point de la trouver, elles entendent Juno appeler ses amis de quelque part au-dessus d'elle, ce qui attire les créatures et les pousse à la poursuivre elle à la place. Sarah est donc toujours seule et terrifiée à l'idée de ce qui pourrait se cacher dans chaque recoin. Mais les deux autres filles ne vont pas vraiment mieux. Lorsqu'elles se rendent compte qu'une des créatures est juste derrière elles, leur seul choix est de rester allongées le plus silencieusement possible pendant qu'elles fouillent le tunnel à l'affût du moindre signe de leur présence. Elles poussent un hurlement démoniaque qui les pousse presque à crier à leur tour. Mais Rebecca remarque que le monstre ne peut pas les voir, et après quelques instants encore plus terrifiants, il finit par s'éloigner à quatre pattes. À ce moment-là, la montre de Sam se met soudain à émettre un signal sonore, et la créature se retourne immédiatement pour identifier la source du bruit. Mais elle réfléchit vite, retire sa montre et la jette au fond du tunnel, si bien que le monstre passe devant sans même remarquer où elle se trouve. Bon, une victoire est une victoire, mais en entendant l'alarme, Juno commence à appeler les autres. Et les deux femmes sont prêtes à l'utiliser comme distraction si ça veut dire que les monstres ne les poursuivront pas elles. Ailleurs dans les tunnels, la jeune femme continue de trouver des flèches que les anciens explorateurs ont utilisées pour indiquer le chemin de sortie. Quand elle regarde plus loin, elle aperçoit une des créatures qui bloque le chemin devant elle. Mais elle reste absolument silencieuse jusqu'à ce qu'elle finisse par disparaître. Et ça lui donne un regain de confiance pour commencer à chasser les créatures à son tour. Ok, les filles ont appris des informations importantes sur le comportement de ces créatures. Et plus elles en savent sur elles, meilleures seront leurs chances de s'en sortir vivantes. Grâce à ces récentes rencontres, elles savent maintenant quel sens les créatures utilisent principalement pour traquer leurs proies. Au cours des milliers d'années passées ici dans les tunnels, elles ont évolué avec des adaptations spéciales qui les aident à prospérer sous terre, mais qui les rendent aussi très différentes de nous, les habitants de la surface. Leur plus grand changement est évidemment leur perte totale d'acuité visuelle. Comme elles passent la majeure partie de leur vie dans des grottes où la lumière du jour ne peut pas pénétrer, elles ont complètement perdu leur capacité à voir et ont développé à la place une ouïe extrêmement sensible, un peu comme les chauves-souris. Ça veut dire que si vous essayez de vous cacher d'elles, le bruit sera votre plus grand ennemi. Mais il y a aussi plein de façons dont ces femmes pourraient utiliser cette connaissance à leur avantage. Étant donné que les créatures ne peuvent pas voir, leurs lampes ne les trahiront pas. Donc le plus sûr, c'est de les garder allumées en permanence. De cette façon, vous pourrez toujours voir où vous allez sans jamais courir le risque de trébucher dans une autre fosse ou de tomber dans un piège. Au lieu de parler à voix haute quand elles ont quelque chose à se dire, les filles devraient communiquer uniquement par des signes de la main, ce qui leur permettrait de rester parfaitement silencieuses tout en transmettant les informations. Si vous repérez un de ces monstres avant qu'il ne vous repère, inutile de paniquer. Restez simplement absolument silencieux comme Juno l'a fait ici, et il devrait rapidement s'éloigner. Sinon, nous pouvons utiliser le bruit pour nous frayer un chemin ou même pour passer à l'offensive, comme nous l'avons vu avec les filles. Observez les créatures. Elles se dirigeront immédiatement vers la source de bruit la plus forte et se concentreront dessus jusqu'à ce que le son s'arrête ou qu'un bruit plus fort attire leur attention ailleurs. Sachant cela, je retournerai chercher la montre de Sam avant de continuer, parce qu'elle pourrait être incroyablement utile pour détourner leur attention la prochaine fois qu'elles auront des ennuis. Je veux dire, même sans la montre, je commencerai par jeter des pierres qui traînent avant d'entrer dans une nouvelle chambre, parce que ça pourrait inciter les créatures à sortir de leur cachette si elles m'attendaient de l'autre côté pour m'attaquer. Si l'une d'entre elles bloque le chemin, il vous suffira de jeter une pierre dans un autre tunnel pour l'éloigner. Et ce n'est pas tout. Elles laisseront derrière elles une ouverture qui vous permettra de leur porter un coup critique chaque fois qu'elles seront distraites par un bruit. Par conséquent, jeter une pierre pourrait vous permettre de tuer une créature furtivement si jamais vous deviez en abattre une sans même avoir à vous battre. Une fois qu'elle est sûre que la voie est libre, Sarah utilise la caméra pour s'orienter prudemment dans la cavité. Et par chance, elle trouve un bidon contenant encore du liquide inflammable. Elle récupère le piolet utilisé pour immobiliser la jambe de Holly, l'enveloppe de bandage, puis utilise son matériel d'escalade pour créer une étincelle qu'elle transforme en torche de fortune. Maintenant qu'elle peut regarder autour d'elle, elle se rend compte qu'elle est dans un autre de ces nids remplis de sang,
et elle commence à descendre la pente, espérant trouver une autre sortie. Quelque part au-dessus d'elle, les deux sœurs arrivent à un virage dans la galerie qui les empêche de voir de l'autre côté. Rebecca saute à l'angle du tunnel, un piolet à la main, mais elle est soulagée de voir que le passage devant elle semble dégagé. Invitant Sam à continuer, elle entend soudain un bruit derrière elle qui la fait s'arrêter net. Mais une des créatures tombe directement sur elle au moment où elle se retourne. Rebecca se bat pour sa vie et commence à agiter son piolet comme une folle, tentant désespérément de retenir la créature. Mais celle-ci la maîtrise rapidement et parvient à lui arracher son arme des mains. Au moment où elle semble perdue, le monstre pousse un hurlement de douleur quand un autre piolet s'abat sur son dos. C'est Juno qui vient à la rescousse. Elle surgit de l'ombre et brise vicieusement le cou de la créature à main nue, sauvant la vie de ses amis juste à temps. C'est un moment de bravoure, c'est certain. Mais elles n'ont pas vraiment le temps de se réjouir. Si ce n'est en crachant un gros molar dessus pour affirmer leur domination. Parce qu'elles ne savent toujours pas combien de ces créatures il y a, ni comment diable elles vont bien pouvoir sortir d'ici. Après avoir examiné le corps, Juno veut en savoir plus sur ce à quoi elles sont confrontées. Et Sam lui explique que les créatures ont évalué spécifiquement pour vivre sous terre. Elles sont aveugles, ce qui signifie que leur seule façon de chasser est par le son. Et c'est là que Juno a une idée. Si elle remonte à la surface pour chasser, alors il doit y avoir une autre entrée, et elles vont pouvoir s'en servir pour s'échapper. C'est sûrement ce vers quoi les flèches pointent. Alors tout ce qu'elles ont à faire, c'est de les suivre pour trouver la sortie. Mais Juno refuse de partir sans d'abord retourner secourir Sarah. Ok, maintenant que les filles sont à nouveau ensemble, elles auront beaucoup plus de chances de survivre que si elles étaient encore seules. Elles savent qu'en restant silencieuses, elles peuvent éviter d'attirer l'attention des créatures, mais elles hésiteront aussi avant d'attaquer un groupe plus important, ce qui veut dire que l'union fait la force. À partir de maintenant, elles doivent veiller à rester ensemble à tout moment, et à ne jamais se séparer pour quelque raison que ce soit, même en cas de problème et si elles ont envie de fuir. Si elles veulent retrouver Sarah, leur meilleure option est de retourner dans la chambre où elles se sont toutes séparées. De là, elles pourront suivre les marques de traînée des cadavres jusqu'au trou où leur ami se trouve piégé, faire descendre discrètement une corde dans la fosse et l'aider à remonter. Bien sûr, il faudra encore s'occuper des créatures. Alors elles devront donc aussi se tenir prêtes à réagir si elles les rencontrent à nouveau. Jusqu'à présent, nous avons vu que leurs piolets font d'excellentes armes, mais nous pouvons améliorer encore leur équipement en utilisant intelligemment les ressources les plus abondantes de la grotte, à savoir les pierres et les os. L'utilisation des pierres est assez évidente. Les filles peuvent les lancer comme projectiles à longue portée pour faire tomber ces goules des murs et des plafonds et les tuer plus facilement. Maintenant, en ce qui concerne l'utilisation des os, c'est là qu'elles devront faire preuve de créativité. Tout comme Sarah, elle devrait envelopper les os dans un tissu, puis utiliser le briquet de Juno pour créer un tas de torches de fortune. Une stratégie encore plus intelligente consisterait à créer une armure en os. Comme l'attaque préférée des monstres consiste à viser la gorge et à vous terrasser instantanément, je rassemblerai un tas d'os plus petits sur le sol de la grotte et je les enroulerai autour de mon cou, de mes bras et de mes jambes avec une corde d'escalade. Ça devrait protéger la plupart de mes zones vulnérables contre les morsures et les coups portés avec les griffes. Ensuite, une fois qu'elles auront sauvé Sarah, il ne leur restera plus qu'à suivre les flèches pour se mettre en sécurité et elles devraient toutes être hors de danger. Quelque part dans les tunnels en contrebas, Sarah essaie toujours de trouver une issue quand elle entend quelqu'un crier son nom. C'est Bess, qui est apparemment toujours en vie, même si elle perd une tonne de sang. Mais ça ne durera pas longtemps. Sachant qu'elle est fichue, elle prévient son amie de ne pas faire confiance à Juno, expliquant que c'est elle qui a causé tout ça. Et elle lui montre le collier qu'elle a arraché quand la jeune femme l'a poignardé, comme preuve. Non seulement il prouve que Juno est responsable, mais au dos, il y a une devise que son mari Paul avait l'habitude de répéter, révélant ainsi qu'il avait une liaison avec Juno avant de mourir. Bordel de merde. Maintenant qu'elle connaît la vérité, il est temps pour Sarah de se tirer de là. Mais Bess sait que les créatures la mangeront toute crue dès leur retour. Alors, elle attire son amie près d'elle et lui demande de finir le travail avant qu'elle n'en ait l'occasion. Oh, ça c'est très violent, c'est sûr. Mais elle sait que c'est la bonne chose à faire. Alors elle dit à la jeune femme de détourner le regard, prend une roche et l'utilise pour mettre fin à ses souffrances. Boum! Pas même 5 secondes après avoir écrasé la tête de son amie avec le rocher, Sarah est attaquée par derrière par une créature plus petite qui lui saute sur le dos en hurlant comme un chat sauvage. Cette fois, elle le fait facilement basculer par-dessus son épaule et donne des coups de pied à ce petit bâtard sans hésiter un seul instant. Mais les bruits de leur combat finissent par attirer d'autres spectateurs. Alors qu'elle attrape sa torche, elle la lève juste à temps pour voir la maman monstre venir chercher son rejeton disparu. Quand elle découvre le corps, la créature se tourne directement vers elle et pousse un cri de rage qui fait décoller Sarah au pas de course sans même faire attention dans quelle direction elle va. Et elle finit par tomber directement dans un trou dégoûtant rempli de sang.
Elle retient son souffle aussi longtemps qu'elle le peut, attendant que les choses se calment avant de sortir tranquillement de la mare, faisant de son mieux pour ne pas faire un seul bruit. Pendant un moment, il semble qu'elle ait réussi à semer sa poursuivante. Mais au moment où elle commence à bouger, la créature surgit tout à coup de l'obscurité et tente de la ramener sous la surface. Sarah se bat pour sauver sa foutue vie et parvient à repousser la créature jusqu'à ce qu'elle réussisse à attraper un bois d'un cervidé sur les rochers derrière elle. Elle le brandit comme une dague et transperce directement un des yeux inutiles du monstre, laissant le corps flotter tandis qu'elle se met à l'abri en grimpant. Oh, elle est sur le point d'attraper sa torche quand Papa Monstre vient lui aussi vérifier le bruit. Tout en restant absolument silencieuse, elle attend parfaitement immobile, même quand le monstre pose ses mains directement sur sa tête, attendant patiemment qu'il se désintéresse d'elle et passe à autre chose. À ce moment-là, Sarah se faufile derrière lui, brandissant un os comme une massue. Et dès qu'il se retourne, elle explose littéralement le mutant et utilise sa nouvelle arme pour lui enfoncer le crâne. Elle pousse alors un cri de guerre terrifiant pour avertir les autres monstres qui pourraient l'entendre dans les parages. Ok, eh bien bon sang, Sarah vient de se transformer en une vraie bête. Et je ne peux pas lui en vouloir après avoir découvert que Juno les a amenés dans cette grotte dans le but de les piéger, qu'elle a tué sa meilleure amie et qu'elle a eu une liaison avec son mari pendant tout ce temps. Elle a l'air prête à se battre pour sortir d'ici un gobelin à la fois s'il le faut. Mais se laisser emporter et perdre tout sens de la prudence serait sa plus grosse erreur. Même si elle est clairement la plus forte quand il le faut pour leur botter le cul, il vaut toujours mieux éviter la bagarre dans la mesure du possible. Et ce charnier pourrait bien nous en donner l'occasion. Nous savons déjà que les créatures chassent en se fiant à leur ouïe, mais celle-ci a clairement senti le cadavre. Ça doit vouloir dire qu'elles s'identifient les unes aux autres grâce à leur odorat. Et si c'est vrai, alors nous pourrions en tirer profit. Aussi dégoûtant que ça puisse paraître, je prendrai le cadavre de la créature et je me couvrirai de son sang et de son odeur. Ensuite, quand elle se glissera dans les tunnels, il se pourrait que ça lui sauve la vie si elle fait trop de bruit et se fait remarquer, parce que les monstres pourraient penser qu'elle est l'une des leurs et continuer leur chemin. Avant de quitter le terrier, je prendrai aussi une seconde pour verser le reste de ce carburant sur le sol et j'essaierai d'allumer un feu. Il y a une chance que ça distrait les créatures et détourne leur attention pendant que les filles s'échapperont. Une fois que Sarah aura retrouvé Juno, elle devra décider si elle veut l'affronter tout de suite ou jouer la carte de la décontraction jusqu'à ce qu'elle soit sortie des grottes. Personnellement, j'éviterai de me battre maintenant, puisque Juno est toujours la meilleure exploratrice. De plus, nous aurons besoin d'un bouclier de viande si les choses tournent mal. Il vaut donc mieux garder cette petite dispute pour plus tard. Les filles entendent Sarah crier vers le haut, et Juno dit aux autres de continuer pendant qu'elle va faire demi-tour pour chercher leur amie. Sam se met immédiatement à courir vers l'entrée, suivi de près par sa sœur. Mais quand Juno braque sa lampe dans l'obscurité, elle se rend compte qu'elles sont entourées de toute une armée de ces goules effrayantes. Paniquée, Sam est séparée du reste du groupe et se retrouve au bord d'un autre gouffre sans fond. Et le seul moyen de le traverser est de grimper le long du plafond. C'est alors que les autres filles la rattrapent et commencent à lui crier de revenir. Refusant d'écouter, elle reste suspendue au-dessus du gouffre jusqu'à ce que tout à coup, une des créatures se dirige vers elle. Son seul choix est de se balancer pour l'éviter alors que le monstre l'attaque au niveau du cou. Mais juste au moment où la créature lui arrache un morceau de la gorge, elle grimpe sur son dos et le poignarde avec son couteau de survie. Il chute alors dans le ravin. Mais la jeune femme meurt aussi de ses blessures à peine quelques secondes plus tard. D'un seul coup, un autre monstre apparaît et attrape sa sœur Rebecca par les chevilles, la dévorant vivante en lui lacérant le ventre avec ses griffes et ses dents. En bref, ça en fait 4 de moins, et il n'en reste plus que 2. Sachant qu'elle est la suivante, Juno se retourne rapidement et saute du haut du précipice, tombant tout droit dans un lac souterrain. Elle finit par être attaquée par la même créature qui a tué Sam, mais elle utilise le couteau de la jeune femme pour enfin achever le travail. Juno regarde autour d'elle et se rend compte que la seule issue est de remonter directement le long du mur. Mais elle est tellement épuisée par tous les combats qu'elle parvient tout juste à escalader la paroi. Quand elle est sur le point de perdre prise, Sarah surgit du mur et la tire pour la mettre en sécurité. Mais elle n'a pas du tout l'air ravie de la voir. Grâce aux flèches, elles parviennent enfin à la deuxième entrée. Mais bien sûr, une escouade de mutants des cavernes leur barre déjà l'accès. Aucun des deux camps n'est prêt à céder. Et tandis que les filles campent sur leur position, les créatures commencent à tourner autour d'elles, jusqu'à ce que tout à coup l'une d'entre elles saute sur Juno. Et c'est alors que la vraie battle commence. Renversant la créature, Juno commence à lui donner des coups de genoux dans les couilles, tandis que Sarah les repousse par tous les moyens en utilisant son pic et en leur mordant même la gorge comme ces monstres l'ont fait à ses amis. C'est un véritable bain de sang. Il est si violent qu'on a dû faire un montage en noir et blanc pour YouTube.
Sarah enfonce ses pouces dans un de leurs yeux, tandis que Juno leur lance une fusée éclairante et plante son piolet dans leur crâne jusqu'à ce qu'enfin toutes les créatures soient mortes. Désormais, plus rien ne les sépare de la liberté. Mais c'est à ce moment-là que Sarah décide qu'il est enfin temps de régler ses comptes. Sans même dire un mot, elle fait face à Juno et laisse apparaître le collier de sa main, avant de planter le piolet dans sa jambe au moment où elle regarde vers la surface. La laissant pour morte, Sarah disparaît dans les tunnels alors que d'autres créatures commencent à se rapprocher. Mais Juno refuse de se rendre sans se battre. Elle retire l'arme de sa propre jambe et se retourne pour faire face à l'essaim. À quelques mètres de la sortie, Sarah peut presque goûter à la liberté, quand elle commet une erreur fatale, juste parce qu'elle n'a pas été suffisamment attentive. Et elle finit par tomber, faisant une chute qui la ramène dans une autre fosse pleine d'os. Assommée par la chute, elle ouvre les yeux et se rend compte qu'elle peut voir la lumière du jour. Elle escalade une véritable montagne de pointes et de crânes jusqu'à ce qu'elle émerge enfin de la grotte, quelque part de l'autre côté de la montagne. Envahie par le soulagement, elle dévale la colline et traverse la forêt jusqu'à ce qu'elle atteigne enfin les voitures. Par chance, elles avaient laissé les clés à l'intérieur, et elle fonce vers la civilisation sans lever le pied de l'accélérateur, et ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'elle finisse par se garer sur le bord d'une route goudronnée pour enfin reprendre son souffle. Le cœur brisé par la perte de ses amis, elle regarde autour d'elle et aperçoit alors Juno la zombie assise sur le siège passager. Et tout à coup, elle se réveille, toujours au fin fond des grottes. Assise en face d'elle, elle a une vision de sa petite fille Jessica le jour de son 5e anniversaire. Mais tout autour d'elle, elle peut entendre les crissements des monstres qui se rapprochent. On dirait que Sarah n'est pas survécue non plus, ce qui nous fait donc 6 victimes. Et il n'y a aucune survivante. Et s'il y a une chose que nous pouvons tous retenir de cette histoire, c'est que la prochaine fois que quelqu'un vous invitera à faire de la spéléologie, vous devriez vraiment dire « jamais de la vie ». The Descent, un classique du cinéma d'horreur britannique. Je me souviens quand ce truc est sorti. Il est devenu viral avant même que les choses ne le deviennent sur le net. C'était complètement dingue. Et à première vue, ça a dû être super dur à filmer. Toutes les actrices ont dû être super agiles. Et bon sang, des grottes sombres, des monstres effrayants et... oh, flippant. Mais peu importe, dites-moi dans les commentaires si vous auriez fait quelque chose différemment. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment Battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!